Eh bien, bonjour une nouvelle fois et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Pardon. Le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité absolue, la fin des frontières et de la propriété. Tout appartient à l'humanité, au genre humain. La fin de l'argent, la fin du travail, la fin du travail vraiment comme tel qu'on le conçoit aujourd'hui. C'est plus qu'un travail pour entretenir ce qui a été réalisé et finalisé. Un monde où, voilà, une sorte de paradis terrestre, où l'homme peut s'épanouir fraternellement, peut épanouir l'amour, peut épanouir les grandes valeurs et accéder à l'extase qui est le plus haut degré de la sensation et le plus haut degré de l'esprit. L'extase, l'éveil, la béatitude, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état, la taraxie, peu importe, y a plein de termes pour parler de cet état de zénitude absolue, de contemplation totale. Parfois, c'est la grâce qui permet de le toucher, etc. Et c'est le plus haut degré de ce qu'un être humain peut ressentir, de ce qu'un corps peut ressentir de plaisir, de jubilation. C'est au-delà du plaisir. C'est un plaisir qui est invariable et le summum. Il n'y a pas plus haut que ce plaisir-là. Le plaisir sexuel, par exemple, c'est une sorte de publicité pour ce type de plaisir. Le corps est effectivement irisé dans la fraction de seconde où il y a la jouissance, mais ça dure qu'une fraction de seconde, ça dure pas longtemps. Et il faut le reproduire et derrière il y a voilà, c'est pas quelque chose d'agréable et de linéaire. Dans l'état d'extase, pour l'avoir expérimenté, c'est linéaire et on jubile en permanence. C'est comme si on jouissait en permanence, comme si on était dans l'orgasme, un orgasme total et permanent. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de dire que l'orgasme sexuel, c'est une publicité de l'extase. Et c'est pas pour rien que c'est ça qui mène la vie, c'est ça qui mène le vivant. Nous, comme les autres espèces, comme les autres animaux, on est mus par ce désir de jouir. Voilà. Et donc, c'est ce qui fait le vivant, c'est ce qui donne l'énergie première du vivant. Et c'est quand même pas rien de penser que ça, c'est l'ersatz, ou c'est le degré 0, le degré 1 de l'extase. Voilà. Ça donne à réfléchir sur le sens. Voilà, donc on va vers cet état-là. Et je vais reprendre la petite réflexion que j'ai entreprise depuis 5 vidéos déjà sur l'émission Avec Philosophie de France Culture qui était consacrée à l'ombre et à la lumière. Et la partie 4, la métaphore de la lumière est-elle suffisante pour parler de la raison? Et il y a une mise en parallèle de Descartes et de Platon, avec deux intervenants extraordinaires que sont Anne Merker et Pierre Guénantia. Donc je relance, j'écoute, je découvre pour la plupart du temps en même temps, parce que je l'ai entendu dans la nuit, cette émission, il y a quelques jours déjà, et voilà, mais en somnolent, quoi. Donc je ne l'ai pas entendu en entier. Lèvres de redescente dans la caverne. Là, elle parle de la caverne. Puisqu'il en est sorti, on peut dire qu'il est devenu le un mythe philosophe. De la caverne. Je suis très précautionneuse, j'ai pas envie de me faire gronder. Et donc, quand il redescend dans la caverne, ça se passe mal. Vous avez
très intéressant de rappeler qu'il y a là le souvenir de Socrate mis à mort par la cité qui hante Platon. Lisons, écoutons ce texte du livre 7 de la République. Représente-toi ceci, dis-je. Si un tel homme redescendait s'asseoir à la même place, n'aurait-il pas les yeux remplis d'obscurité pour être venu subitement du plein soleil? Et s'il lui fallait à nouveau émettre des jugements sur les ombres de là-bas, dans une compétition avec ces hommes qui n'ont pas cessé d'être prisonniers au moment où lui est aveuglé, avant que ses yeux ne se soient remis, et alors que le temps nécessaire pour l'accoutumance serait loin d'être négligeable, ne prêterait-il pas à rire et ne ferait-il pas dire de lui, pour être monté là-haut, le voici qui revient avec les yeux abîmés? Et aussi, ce n'est pas la même peine d'essayer d'aller là-haut. Quant à celui qui entreprendrait de les détacher et de les mener en haut, s'il pouvait d'une façon ou d'une autre s'emparer de lui et le tuer, ne le tuerait-il pas? Eh bien, c'est cette image, dit mon ami Glaucon, qu'il faut appliquer intégralement à ce dont nous parlions auparavant, du philosophe, en assimilant la région qui apparaît grâce à la vue au séjour dans la prison et la lumière du feu en elle à la puissance du soleil, et en rapportant la montée vers le haut et la contemplation des choses d'en haut à la montée de l'âme vers le lieu intelligible, tu ne seras pas loin de ce que je vise. Un Dieu seul sait peut-être si cette visée se trouve correspondre à la vérité. Voilà donc comment m'apparaissent les choses, dans le connaissable. Ce qui est au terme, c'est l'idée du bien. Et on a du mal à la voir, mais une fois qu'on l'a vue, on doit conclure que c'est elle, à coup sûr, qui est pour toute chose la cause de tout ce qu'il y a de droit et de beau. Et de tout. En fait, le bien, c'est Dieu, c'est le divin, c'est l'amour dans sa forme absolue, c'est l'extase, mais c'est ce qui a mis en œuvre cet univers. Et Platon l'a compris, parce qu'à mon sens, il a fait l'expérience de l'extase à travers les mythes, à travers les mystères. Peut-être d'Éleusis, je ne sais plus lesquels il pratiquait, mais il a expérimenté l'extase. Donc il a vu que cet état de contemplation absolue et de jubilation totale, c'est l'amour c'est le moment où l'être humain est en relation directe, en fusion totale avec le principe créateur. Elle qui, dans le visible, a donné naissance à la lumière et à celui qui en est le maître. Elle qui, dans l'intelligible, étant maîtresse elle-même, procure vérité et intelligence. Et que c'est elle que doit voir celui qui veut agir de manière sensée, soit dans sa vie personnelle, soit dans la vie publique. La majorité des hommes ne veut pas la lumière et sont prêts à tuer ceux qui l'ont vue et redescendent dans la caverne. Vous m'en voulez de dire les choses ainsi, Anne Merker? Oui. Vous pensez que c'est trop une vision trop aristocratique des philosophes? Non, c'est pas un peu trop aristocratique j'accentue là ce qu'il y a quand même d'un peu aristocratique. Il y a une dimension aristocratique. Les vidéos précédentes pour comprendre pourquoi ça me fait sourire. Une extension concentrique de plus en plus large de valeurs aristocratiques à l'ensemble du démos constitutif de la cité. Et dans le fond, l'aristocrate qu'est Platon est aussi dans cette dynamique-là. Il conserve un esprit aristocratique, élitiste si vous voulez, je dirais plutôt aristocratique, mais il y a l'idée que chaque humain a une parcelle divine, et cette parcelle, c'est l'intelligence. Mais simplement, cette intelligence, nous ne sommes pas des dieux. Nous avons encore besoin de quelque chose qui nous éclaire. Nous ne sommes pas autosuffisants. L'être humain n'est pas la mesure de toute chose, contrairement à ce que pensait Protagoras. Et il a besoin de cette lumière et il doit faire effort pour aller voir la véritable lumière et passer d'une lumière qui produit des ombres, la lumière du feu à l'intérieur d'une caverne, vers la vraie lumière du soleil qui au départ fait mal aux yeux. Il y a tout un vocabulaire de la souffrance, de l'affect. De même, faire cet effort de la recherche de la vérité
vérité. Pour prendre un titre cartésien, l'effort de recherche de la vérité doit nous conduire vers la contemplation d'une lumière pure qui au départ est douloureuse pour les yeux, qui fait mal aux yeux, quand bien même les yeux sont un organe solaire du point de vue platonicien. De même, l'intellect est une faculté divine, mais en quelque sorte, elle est ensevelie dans la réalité qui n'est pas divine, et toute la philosophie, c'est la sortir de là et l'éveiller, avec des capacités qui, objectivement, d'un individu à l'autre, vont éventuellement varier. Mais en droit, tout le monde est capable de faire cette ascension. Voilà, c'est ça, il n'y a pas d'élitisme, on est tous construits de la même manière, de la même chair, des mêmes particules élémentaires, de cette même essence d'amour qui est le divin. On est constitué de ce divin. Je l'appelle amour, mais parce que il n'y a pas d'autre terme. On n'a pas. C'est X, cet inconnu, cette puissance inconnue, que ce que nous appelons l'amour, mais c'est qu'un terme. C'est en fait une sensation, l'amour. C'est ce que nos organes ressentent quand on est dans un état amoureux, par exemple, ou de désir. Ce que nos organes ressentent, on va appeler ça le désir, mais en fait, c'est qu'un terme. Le désir, c'est un terme. La réalité, c'est ce que nos organes ressentent. On pourrait l'appeler blue black, ça serait pareil. Donc, c'est la même chose pour l'extase, le degré le plus haut de cette sensation d'amour. On l'appelle extase, on l'appelle nirvana, béatitude, peu importe comment, éveil, mais c'est que des termes. Ça pourrait s'appeler Gregbundapsh, voilà, par exemple. Ça serait Gregbundapsh, je suis dans un état de Gregbundapsh. Voilà, c'est pareil. Ça serait exactement la même chose. C'est que des termes. En réalité, ce qui est fondamental, c'est ce qu'on ressent. C'est la sensation qui est fondamentale dans cette chose-là. Et en fait, éveiller nos frères humains, ce que voulait Platon, ce que pensait être le moteur du philosophe, d'aller vers la lumière pour en rendre compte à ses frères humains, même si c'est dangereux, parce qu'en fait, on le voit, on est contesté même. C'est quand je dis l'humanité va vers sa perfection, il y a des gens qui disent mais d'abord on n'a pas besoin de savoir ça, etc. Enfin bref, voilà, on reçoit tout un tas de choses, du positif en grande partie. D'ailleurs, c'est ce que sans doute se serait passé si Platon, si dans l'expérience de la caverne, le philosophe sort de celui, il comprend la lumière et il le ramène à ses frères qui sont enchaînés. La majorité vont dire oui, on veut se libérer, viens, amène-nous. Et certains diront non, moi je suis bien là, etc. Mais une infime minorité. Globalement, l'humanité, elle veut aller vers cette lumière. Mais tous veulent aller vers cette lumière, sauf que certains en ont peur, certains ne veulent pas parce qu'ils préfèrent, mais le fond est le même. Voilà. Pierre Guénantia, est-ce que chez Descartes, pour lequel la lumière intérieure naturelle de la raison, c'est le sens commun, y a-t-il quelque chose comme une caverne? C'est-à-dire, est-ce que Descartes s'est préoccupé, comme Platon, de gens qui, c'est comme ça, le texte de Platon, n'en veulent pas de tout ça? Non. D'abord, il n'y a pas de tragique dans le cartésianisme. C'est une philosophie assez, je dirais pas optimiste, mais en tout cas qui n'emprunte pas les chemins de la dramatisation. Où l'existence devient un drame, où l'oppression, ou l'aliénation, un peu comme la caverne des Platon, etc. Évidemment, on pourrait trouver quelque chose d'analogue. Quand Descartes commence les méditations, il dit, au fond, on est bien dans les anciennes opinions. C'est tout un travail que de se défaire de ces anciennes opinions, comme si on se réveillait. Vous voyez, comme si on se réveillait d'un sommeil dogmatique, comme dirait l'autre, et qu'on avait affaire à la dureté de la recherche de la vérité par rapport au confort des opinions, le molle-oreiller, comme disait Montaigne, de ça. Donc,
Voilà, ça... Absolument, et on voit bien à quel point c'est difficile là pour après 30 ans ou 40 ans d'endormissement par le marché, par le système, le néolibéralisme de la conscience humaine, de la conscience éthique, de la conscience de la fraternité, de l'égalité, à quel point c'est difficile pour le peuple qui a été soumis à cette manipulation, tout simplement, hein, qui l'a écarté du sentiment de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des autres, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis du politique, de prendre ses responsabilités politiques dans la société. Comment c'est facile de se laisser porter par des discours binaires, par des discours qui montrent que tout ce qu'on ressent, tout est la faute de celui-ci, de celui-là, de cela, etc., etc. Et comment c'est difficile d'aller de revenir vers quelque chose de plus complexe de la société. Et on le voit là, comment c'est difficile. Et ça va être compliqué de sortir de ce mouvement qu'a induit le néolibéralisme depuis 30 ans sur l'Occident. Il y a une sorte d'entreprise de chacun pour se libérer de sa paresse naturelle qui est au fond l'état de la croyance. Et appréhender la vérité dans ce qu'elle-là de difficile à appréhender, non pas parce qu'elle serait intrinsèquement difficile, mais c'est parce que justement on est obturé en quelque sorte par des préjugés, par des opinions, par des croyances dont il faut se débarrasser. Et ça me rappelle encore un autre truc, c'est la même chose avec l'athéisme, c'est-à-dire on est derrière 30, 40, 50, 60 ans ou même davantage de moments qui dit Dieu n'existe pas, seul le plaisir, seul soi, notre personnalité, notre individualité compte. Même l'universel, c'est pas très bien vu, etc. Et il va falloir lutter contre ce truc-là, contre ces 100 ans d'endoctrinement qui nous a empêchés de penser le divin. De nous poser la question du divin, de nous poser la question de pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Et c'est là où j'en veux, entre guillemets, j'en veux, je m'oppose aux pensées comme celle de Michel Onfray, qui d'une certaine manière, empêche la réflexion sur ce sujet-là. C'est pas un athéisme vraiment de réflexion, c'est pas un système qui se pose, qui réfléchit de façon profonde, qui regarde les choses vraiment pour pouvoir détecter derrière oui, il n'y a pas de Dieu. Toute la logique de la création montre qu'il n'y a pas Dieu, ou alors toute la logique de la création montre qu'il y a Dieu. Et de pouvoir de permettre à ces auditeurs d'aller vers cette réflexion-là, de pouvoir aller vers la complexité, de travailler là-dessus, et non pas passer simplement en disant Dieu, il n'y a pas Dieu, et puis c'est tout, et on passe à autre chose. Non, ça n'a aucun sens d'être athée primaire, pas plus que ça a du sens d'être anticommuniste primaire, ou communiste primaire même. Ça n'a pas de sens. L'intérêt, c'est d'aller vers la complexité, de comprendre. Alors je veux bien que ça soit une pathologie de l'autiste, de vouloir à tout prix comprendre et plonger dans quelque chose, dans tout, tant qu'on n'a pas compris, de disséquer jusqu'à ce qu'on comprenne entièrement. Et la mécanique universelle, elle est née de ça. Elle est née de ce cerveau qui ne peut pas lâcher prise tant qu'il n'a pas complètement débroussaillé, tant qu'il n'a pas tout compris. C'est un problème dans mes relations humaines, avec mes relations amoureuses. Si je ne comprends pas quelque chose, je vais creuser, je vais aller jusqu'au bout du truc, et c'est pas le top, quoi.
à vivre. C'est plus un effort de purification ou de réduction qu'un effort, c'est comme une ascèse d'une certaine manière. Mais d'abord, c'est une ascèse individuelle et c'est une ascèse évidemment de nature intellectuelle et non pas morale ou politique. Ça ne se mêle pas à cela. Donc, de ce point de vue, je ne dirais pas que il n'y a pas dans le cartésianisme l'idée d'une émancipation des hommes alors qu'ils sont entravés par des forces collectives. Non, il y a l'idée que, au fond, chacun a à faire son... On n'est pas à la même période, c'est important de le signaler. À l'époque Platon, il y avait l'esclavage, il y avait toute une autre façon de penser le monde. Et derrière... Descartes, même s'il existait, l'esclavage, il était encore là, mais on tâchait de s'en libérer. Il y avait tout un tas de choses. Donc, c'est pas les mêmes contraintes. Il y a quand même 1500, 1400, 1000, je sais plus combien, 1000 ans, quoi, à peu près de distance entre les deux. Bon chemin, sans attendre de coalition avec les autres ou sans attendre un libérateur. Le libérateur, c'est chacun de nous. Une dimension quand même moins aristocratique. Ah, pas du tout aristocratique. Pas du tout aristocratique. On a un sens... Anne Mercariot, parce que je voudrais qu'on trouve d'autres différences là entre Descartes. Sur ce point, je vous en prie, allez-y. Oui, je dirais que Platon est un penseur fondamentalement politique. Du moment qu'il parle de quelque chose, dès qu'il parle de quelque chose, c'est politique. Et il n'est pas du tout démocrate, donc on revient quand même aux questions d'avant, n'est-ce pas? Non, bon... Ça n'est pas exact. Et voilà. Encore une fois, il critique quand même incroyable. Mais il critique aussi l'aristocratie, c'est-à-dire la noblesse, l'aristocratie de naissance par le sang. Et si vous lisez les lois de Platon, il y a une restauration d'un intérêt majeur de la démocratie, à savoir de favoriser l'amitié. Peut-être parce qu'on lit trop la République. Hein. On ne lit pas assez les lois. On ne lira jamais trop la République. Sûr, oui. Alors revenons à la comparaison de la raison lumineuse chez Platon et chez Descartes. C'est quand même incroyable comment un cerveau mais j'ai le même type d'état d'esprit. Hein. Si je suis persuadé de quelque chose, je vais le ramener, même si on travaille à me démontrer un petit peu l'inverse. Et là, Géraldine Moulman, elle fait ça. Elle veut à tout prix que Platon soit élitiste, aristocratique, et qu'il privilégie le philosophe sur les autres humains, etc. Qu'il ait une vision grandiose de lui-même, qu'il soit narcissique, quoi, en gros. Eh ben non, c'est pas le cas, dit Anne Merker, et on voit cette lutte-là. Elle est vraiment intéressante. C'est ça qui me paraît le plus intéressant dans... Peut-être, il y a des choses vraiment intéressantes, mais c'est le... Chez Platon. C'est ce sur lequel sortir de quelque chose qui est une caverne, il y a un soleil qui est concentré, et le beau, et le bien, et le vrai. C'est quelque chose qui vient du cosmos, semble-t-il, et c'est pas le cas chez Descartes. Que l'on va retrouver, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est une question. Que l'on va retrouver chez Malebranche, qui justement va écrire dans son premier ouvrage, et tout en étant parfaitement orthodoxe cartésien, une recherche de la vérité dans lequel on voit que l'esprit, pour se libérer, doit en un sens sortir de lui-même pour aller contempler une vérité qui est extérieure à lui. Et c'est ce qu'il appelle l'étendue intelligible, d'une manière d'ailleurs assez difficile à comprendre. Comment étendue et intelligible, ça peut aller ensemble, une sorte d'oxymore. Mais l'étendue intelligible, c'est un peu... C'est Dieu, c'est aller contempler le divin, quoi. Et l'extase, c'est juste la contemplation du divin qui est dans tout, en réalité, qui est tout. Quand on est dans cet état d'extase, moi j'étais en amour, ça a duré une semaine à peu près, cette expérience, et j'étais complètement en amour vers tout. Un brin d'herbe, l'air qui touche ma peau, le fait de manger une cerise, je pouvais passer un quart d'heure à mâcher un truc et à jubiler sur toute... Donc, et à regarder, à être en harmonie avec le tout, à être en fusion avec le tout. C'est sans doute mes particules élémentaires, celles qui sont exactement
faite de la même manière que cette bagnole ou le rosier ou la pince de truc ou j'en sais rien moi, le pot de fleurs ou la fleur, c'est identique. On est constitué exactement de la même chose. Donc il y avait cet amour pour le tout, pour l'ensemble des choses. Et ça, c'est incroyable. Comme le pays de la vérité, c'est-à-dire dans lequel l'esprit va aller. Alors que serait très anti-cartésien, parce que justement, chez Descartes, la lumière, elle n'est pas à l'extérieur de l'esprit. On ne va pas vers la lumière, on rentre en soi-même pour trouver justement cette lumière. Et elle est là. Et c'est exactement, et c'est exactement pareil que ça soit. Parce que la lumière, elle est intérieure et elle est extérieure. Elle est dans la contemplation des choses, mais elle est dans la jubilation intérieure. C'est vraiment, il n'y a plus de frontières dans cet état dans cet état subliminal. Quand on a atteint cet état qui s'appelle l'extase ou le nirvana ou l'éveil, peu importe, quand on a atteint cet état-là, il n'y a plus d'intérieur, d'extérieur, c'est une sorte de, c'est un tout. On est dans le tout, on fait partie du tout, on est dans le tout, on jubile du tout, on jubile de tout. Voilà. Et elle ne peut être que là, c'est-à-dire, c'est pas une lumière illuminante, si je puis dire, c'est-à-dire qui vient justement de... C'est une lumière naturelle, c'est-à-dire au fond progressive et surtout qui est de l'ordre d'un instrument. C'est pas de l'ordre d'une révélation de la vérité. Néanmoins, de l'intérieur, c'est ça que je voudrais vous poser cette question, parce que c'est pas le point le plus clair pour les gens qui lisent Descartes. Dans la lumière intérieure, il y a une idée plus éblouissante que les autres, c'est l'idée de Dieu. C'est l'idée de Dieu, bien sûr. Est-ce que du coup, qui m'a créé, dont Descartes pense qu'il a fait la preuve rationnelle de l'existence. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y a quand même quelque chose comme l'équivalent d'un soleil extérieur? Mais bien sûr, Dieu, c'est ou le soleil de Platon, le bien, le souverain bien, peu importe. C'est que des questions de termes. Dieu de Descartes, c'est exactement, on regarde la même chose, on est dans quelque chose qui normalement n'a pas de terme. C'est sans terme, sans terminologie. C'est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti. Le terme, on en a besoin pour expliquer, pour créer, pour faire évoluer l'humanité. On avait besoin de distinguer, de dire que ça s'appellera Dieu, ça s'appellera l'éveil, ça s'appellera comme ça, l'extase, etc., etc. Mais en réalité, tout ça, c'est que des constructions pour construire cette humanité. Tout comme on a besoin de ces constructions, on a besoin de penser que ça c'est 1 centimètre, mais en réalité pour la vie ça n'a pas d'importance pour la globalité. 1 centimètre pour la vie d'un moustique ou d'une fourmi, ça n'existe pas. Ils sont pas à ce niveau-là et pourtant ils passent leur vie entière, comme nous-mêmes nous passons une vie entière à vivre. Donc, on a besoin de ça pour construire l'humanité, mais ce n'est pas l'apothéose de la chose. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de votre écoute, de votre présence, et puis n'hésitez pas à mettre des pouces, à vous abonner, à envoyer le lien à vos amis, à laisser des commentaires. Tout ça, si vous pensez que cet espace mérite d'avoir plus de visibilité, en faisant ça, vous augmentez sa visibilité. Et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net où je démontre tout ça depuis 23 ans maintenant, 24 ans. Merci, au revoir.